Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par Raouia Khadr. En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres, dont la Tunisie. Encore plus intéressant, 4 pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle. Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Sihanouk et Habib Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leurs témoignages, la vision qui porte sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie. Se retrouver dans l'antre d'un des médias les plus indépendants et alternatifs, mais aussi les plus crédibles, installe déjà le décor d'une conversation franche avec le rédacteur en chef de Nawat. À l'aise à l'écrit comme à l'oral, en arabe comme en français, la plume bien aiguisée, Themer Maki s'est démarqué en quelques années à peine par ses opinions bien tranchées qui n'hésitent pas à exposer à la radio ou à la télé, à coucher sur le papier ou même à partager sur les réseaux sociaux. Franc, direct, il ne caresse jamais dans le sens du poil. Parfois, il suffit d'un mot ou deux pour que cela fasse l'effet d'une bombe, que la polémique éclate. Themer Maki a des sujets qui lui tiennent à cœur, la politique, les médias, la scène alternative et les problématiques socio-économiques et sociopolitiques. Dans son parcours professionnel, le journaliste a aussi collaboré en tant que journaliste indépendant avec divers médias internationaux francophones, après avoir écrit et produit pour la presse écrite, la radio et la télévision. Depuis plus de 3 ans, il est à la tête du média digital Nawat et c'est à contre-courant qu'il prend l'initiative de lancer Nawat Papier, un trimestriel en français, histoire de prouver que le lecteur tunisien francophone est toujours au rendez-vous. Tout d'abord, je pense que durant notre génération, c'est-à-dire les natifs des années 80, ont été confrontés généralement aux 2 langues, au bilinguisme. Ouais. Je pense que nous avons grandi avec le bilinguisme, c'est-à-dire qu'à la maison, à l'époque, il n'y avait pas autant d'accès aux chaînes étrangères dans l'absolu, aux chaînes satellitaires. Donc, médiatiquement, déjà, nous avons un rapport à la télé nationale tunisienne, à France 2 et à la Rayouno. Et Rayouno était censuré de temps en temps. Il y a eu une période où France 2 était censurée aussi, mais c'est à ces chaînes-là qu'on avait accès, déjà médiatiquement. J'ai grandi aussi dans une maison où il y avait une bibliothèque assez bien garnie et une bibliothèque bilingue aussi. Dans l'usage fréquent de la langue, déjà dans la derge tunisienne, il y a pas mal de termes en français qui éveillent une certaine curiosité envers la langue française. Et cette curiosité-là est alimentée par la bibliothèque qu'on a chez soi et par l'usage médiatique, on va dire. Donc naturellement, même quand on commence à lire des petits contes pour enfants, on a les deux, les contes en arabe et les contes en français. Donc la lecture, tu la commences à l'école, un peu avant l'école, les premières lettres Si je me souviens bien, parce que ça remonte à longtemps, mine de rien, mais je pense qu'il y avait que l'apprentissage des lettres a précédé l'école, tout autant que la lecture de certains mots et avoir un certain vocabulaire à l'oral déjà avant l'école. Donc c'est quelque chose qui se développe progressivement et je pense que j'ai eu un rapport à la langue française dès que j'ai eu un rapport à la langue. Ouais, donc on peut dire que c'était assez spontané, assez naturel. Ça s'est fait sans réflexion très poussée par rapport à ces langues, ça s'est fait naturellement. Et à l'école, c'était comment ? Il y avait des profs qui t'ont marqué ? Il y avait des moments forts, clés avec cette langue ? Sincèrement, en ce qui me concerne, ça a toujours été 2 langues, ça a toujours été l'arabe et le français, bien que l'arabe reste notre langue maternelle, la plus proche, celle qui a un usage, l'usage le plus fréquent.
Mais cependant, la langue française est aussi, c'est-à-dire c'est un bain culturel dans lequel on grandit, dans lequel on évolue et on parvient à maîtriser cette langue et ça devient une partie de nous, de notre formation, de notre background, de ce qui nous constitue culturellement. Alors, je vais pousser un petit peu pour connaître l'univers culturel. C'était comment tu lisais quoi? Tu étais fan de quoi? De quelle culture? D'ailleurs, on se pose la question par rapport à tes orientations aujourd'hui, tes choix musicaux. Tu as baigné dans quel monde littéraire, musical? Sincèrement, en ce qui concerne la littérature, c'était essentiellement la littérature arabe et française. Peut-être progressivement, j'ai eu un penchant assez prononcé pour la littérature française plutôt qu'arabe, dès mon plus jeune âge, sincèrement. Après, pour parler de l'ensemble des produits culturels, on va dire, il y a le cinéma aussi. Hein. Je viens d'une génération qui a connu Canal+ Horizon en Tunisie. Je parlais des chaînes satellitaires et si je me souviens bien, vers 95, la majorité des ménages tunisiens de classe moyenne, dont je fais partie, avait soit le nouvel accès aux chaînes satellitaires, soit le nouvel accès à Canal+ Horizon. Donc c'était un peu un choix, comme s'il y avait deux équipes. La parabole et le décodeur. Voilà, la parabole et le décodeur, absolument. Moi, je faisais partie de l'équipe du décodeur. Et donc, c'est ce merveilleux accès soudain au cinéma mondial en VF. Donc, ça aussi, c'est un rapport assez important à la langue française. Côté musique, la langue française n'était pas une dominante, sincèrement. Bien qu'à cet âge-là, il y avait la variété française qui était très présente en Tunisie, qu'on connaît tous, la variété française des années 90. Mais moi, j'avais plus un penchant, et depuis l'époque, à vrai dire, pour le rap. Et pour écouter du bon rap, c'est les Américains qu'il faudrait écouter. Et ensuite, les Français. Je viens aussi de la génération NTM, IAM, MC Solar, Science Supakru, toute cette période-là. Et ça, c'était marquant, surtout dès la fin des années 90. C'est-à-dire dès la fin des années 90... il y avait l'école du micro d'argent, l'album d'IAM, qui était très marquant en 97. En plus, c'est terriblement bien écrit. Hein. C'est juste énorme comme album à l'époque pour l'ensemble de la culture française. Pour moi, c'est un des points qui ont marqué l'histoire de la musique française. Cet album-là, l'école du micro d'argent, en 93. Et il y avait Paris sous les bombes de NTM. Donc, c'était la période du bon rap français. Délégué pour mettre un terme à ces horreurs. Tel est mon abeur, tu sais de qui je défends l'honneur. Donc il y a un rapport entre les mots, la puissance des mots et le fait que tu aies commencé à écrire. D'ailleurs, je sais que tu as commencé à écrire à quel âge? Je pense que j'ai commencé à écrire, tu vois, parfois indépendamment des exercices de l'école, etc. Je pense que j'ai commencé à écrire à partir de l'âge de 8 ans, les premières fois où j'ai fait des productions écrites personnelles. C'est-à-dire que j'étais là, j'avais aucune obligation d'écrire quoi que ce soit et j'ai écrit. Je pense que en français, je pense que c'était à l'âge de 8 ans. C'était les débuts de l'apprentissage du français. Et j'essayais d'écrire plutôt que commencer d'écrire. En fait, écrire, c'est toujours essayer. Hein. C'est-à-dire qu'on écrit, on ne sait pas si on va réussir l'exercice ou pas, jusqu'à professionnaliser mon rapport à l'écriture ou à la rédaction. C'est là qu'on n'a pas droit à l'erreur, on va dire droit à l'erreur capitale. Mais on peut toujours faire des erreurs. Les plus grands journalistes, les plus âgés, peu importe leur nationalité, leur langue maternelle, on fait toujours des erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a des éditeurs, des correcteurs et un rédacteur en chef. C'est pour ça qu'il y a les correcteurs, effectivement, qui arrivent après chaque papier. Mais il y a un autre métier qui est inexistant en Tunisie, qui est celui des éditeurs. Ouais. Qui est généralement une tâche prise en charge par le secrétaire de rédaction dans nos médias ou par le rédacteur en chef. Alors, tu as écrit assez tôt, assez jeune. Tu as écrit dans les deux langues ou plutôt en français? Les deux. Les deux. Sincèrement, les deux. Je suis un mec de l'école publique tunisienne et donc j'écris en deux langues. Et qu'est-ce qui a fait ce choix, justement, d'écrire professionnellement
en français? Alors, c'est peut-être la corrélation de 3 facteurs. D'abord, le marché du travail est plus accueillant pour des profils francophones. Il en manquait. J'étais à la fac à partir de 2005. J'ai commencé à exercer comme journaliste à partir de 2007. Il me restait encore 2 ans à finir à la fac. L'opportunité s'est présentée en français et je ciblais certaines opportunités en français. L'autre chose, c'est que à l'époque, l'arabe était une langue officielle, très consommée par le régime, avec tout ce qu'incarne ce régime-là. Si on veut parler langue de bois, bon, c'est un régime qui a eu le talent d'inventer tout un jargon de langue de bois en langue française. Mais la langue de bois originale, c'était fait, le produit original, c'était en arabe. Ouais. Donc c'était un régime qui faisait un hold-up d'une certaine manière sur la langue arabe et qui la vidait de son sens, où les mots devenaient vides de leur sens. Ça aussi, ça a contribué à me pousser encore plus dans la pratique journalistique vers le français. Autre chose, l'arabe, à mon sens, ce n'est pas la langue qui a ce défaut, loin de là, mais son usage, que ce soit officiel à travers la propagande, la langue de bois, ce que je viens de dire, mais en général, son usage l'a vidé de son sens parce que c'est un usage très émotionnel ou très politisé, très langue de bois, très autoritaire. Par conséquent, on devient réfractaire vis-à-vis de la langue arabe à un moment donné, et c'est plus ou moins une langue très émotionnelle dans un autre registre. C'est-à-dire j'avais une difficulté à employer, à faire un usage très rationnel de la langue arabe. Donc c'est un peu la corrélation entre ces 3 facteurs-là qui m'a poussé de plus en plus vers le français. Alors, Themel Maki qui écrit en français, qui écrit pour plusieurs magazines, journaux tunisiens francophones, mais aussi français. Après, donc, pour revenir à Nawet, parce que c'est le poste actuel, Nawet existe en 3 langues, en arabe, en français, en anglais, un peu à peu près à la même période. Donc, il n'y a pas eu de décision prise. Allez, on va se mettre à l'anglais parce qu'il y a un public anglophone, on va se mettre à l'arabe parce qu'il y a un public arabophone. Donc, c'est parti quasiment en même temps. Aujourd'hui, si on fait un bilan de ces 15 ans à peu près, combien d'existence ? Bientôt 17. 17 ans d'existence. Quelle est la langue qui a le plus le vent en poupe, qui a le plus d'audimat, de lecteurs ? Sincèrement, ça dépend des sujets. Il y a des variables en fonction des sujets traités. Mais je dirais que durant les 3 dernières années que j'ai passées à Nawet, la question, c'est plutôt l'arabe. C'est plutôt l'arabe qui attire le plus de trafic, de visiteurs, de lecteurs. Donc il y a un choix éditorial qui a été fait en ce sens ? Non. En fait, le choix éditorial, il s'est fait pas nécessairement en rapport avec l'audience. Le choix éditorial s'est fait en fonction du besoin. Nous avons besoin de plus de proximité de notre cible. Et c'est un peu, Nawet est un média indépendant, citoyen, avec une certaine fibre militante quand il s'agit de démocratie, de transparence, de lutte contre la corruption, des droits humains, des libertés individuelles. Nous assumons une certaine fibre militante. Et dans ce sens, la proximité est importante, mais aussi toucher certaines cibles sur certaines batailles, sur certains enjeux relatifs à ces valeurs-là. C'est important de les toucher de plus en plus et rapidement. On est allé vers l'arabe, c'est-à-dire que quand on traite des questions très locales et dans des localités relativement reculées, marginalisées, ça compte pour nous d'être compris par la population de ces régions-là. Donc c'est ce qui nous a orientés de plus en plus vers l'arabe. En plus, le recul de l'intérêt pour le français nous a poussés aussi de plus en plus vers l'arabe. Est-ce que ça s'est fait de manière à ce que l'anglais prenne un peu la place ? C'est-à-dire si on fait un classement en arabe, peut-être Non, nous travaillons sincèrement. L'anglais a toujours été la langue la moins pratiquée ici, mais nous avons décidé de la renforcer parce que justement, il y a de plus en plus de jeunes, si on veut définir ça, les natifs des années 90, sont plutôt anglophones plus que francophones. Pour les cibler, pour répondre à cette demande, nous avons renforcé l'anglais qui existait déjà et qui est une langue pour nous très importante à Nawet, même si elle est la moins utilisée, parce que c'est la langue qui nous permet une ouverture sur le monde. Nous essayons de transmettre un autre récit des faits, peut-être qu'on connaît tous, notre vocation alternative nous pousse à choisir des sujets qui ne sont pas traités par les médias mainstream, mais également
de les traiter d'une autre manière, selon un autre récit, avec une autre approche. Et le faire en anglais est assez important pour qu'on puisse transmettre certaines informations sur la Tunisie, bien loin de certains clichés galvaudés par les médias internationaux anglophones très distants par rapport à la Tunisie. Donc, grâce à cela, nous sommes arrivés, combinés avec nos articles en français et en arabe, nous sommes aujourd'hui la source tunisienne la plus citée par les centres de recherche, par les académiciens aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, un peu partout en Europe. Nous sommes les plus cités parmi les sources tunisiennes, que ce soit médias ou centres de recherche confondus. Donc, on travaille plus en termes de cible et de proximité, donc géographique. Absolument. Thémer, spécialiste de la nouvelle scène artistique tunisienne, ça tu l'as un peu expliqué, pourquoi tu t'intéressais un petit peu à ce genre musical-là. Tu fais aussi de la critique média, tu t'intéresses à la politique nationale, il y a eu pas mal d'interviews avec des hommes politiques et des femmes politiques actuelles, et puis les relations internationales, donc de la politique internationale principalement. Si on regroupe et qu'on recoupe tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui du rapport du jeune Tunisien, celui qui consomme les articles en anglais en l'occurrence, à la langue française aujourd'hui en 2021? Il y a pas mal d'évolutions qui ont changé la donne. Ça dépend de quel jeune on parle. Si on va parler des moins de 30 ans, ils n'ont pas besoin du français. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce n'est pas la génération qui est obligée de lire en français parce que c'est la deuxième langue, etc. Donc ils peuvent lire en anglais ou en arabe. Ils ne sont pas pour avoir... Parce que le français, pour nous, natifs des années 80, et même pour les générations qui nous ont précédés, c'est une langue d'accès au monde, à l'universalité. Si on veut comprendre ce qui se passe, que ce soit en Europe ou en Afrique subsaharienne ou en Amérique du Nord, on doit passer par le français. Déjà parce que les canaux, par exemple les chaînes de télé, nous avons accès à une chaîne de télé, comme je l'ai expliqué au départ, la chaîne nationale, donc en arabe, France 2 et Rayoun. C'est clair que l'italien ne peut pas être une porte d'accès au monde, puisque c'est une langue parlée par un seul pays. Et un peu la Suisse, mais bon, c'est très peu pour être très signifiant. Par contre, le français, c'est une langue... tout d'abord, il y a une importante production culturelle et médiatique en français, le nombre de titres de journaux, de magazines, de chaînes de télé, etc., le cinéma, le doublage du cinéma américain, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même rapport d'accès. Les vecteurs culturels ont changé, c'est-à-dire que nous avons Internet avec toutes les langues du monde et le contenu dominant sur Internet, c'est le contenu en anglais. Donc si aujourd'hui c'est le premier média pour les jeunes, c'est normal qu'il y ait un grand penchant pour l'anglais. Nous sommes débarrassés aussi des chaînes de télé, de l'audiovisuel français comme porte d'accès au monde, parce que même en matière d'audiovisuel, avec les chaînes satellitaires, avec l'IPTV, avec tout ça, il n'y a pas réellement un besoin de passer par le français pour accéder à l'universalité. Donc les rapports ont drôlement changé. Donc ils choisissent le bouquet, généralement le Nilsat avec les chaînes MBC2, MBC3 et tout le reste. Ou l'IPTV. Le Nilsat, maintenant, c'est même considéré comme quelque chose de très vieux, parce que les gens consomment... les gens consomment beaucoup l'IPTV plutôt que les chaînes satellitaires. Et même pour les chaînes satellitaires, il y a les différentes offres, patch, bouquets, etc. Donc... les gens s'orientent vers les choses les plus accessibles. Et même si on a par exemple Netflix, on va accéder à Netflix. La version originale est en anglais, le contenu original est en anglais. Donc il va falloir changer de settings pour accéder au français ou au sous-titrage en français. D'ailleurs, tu évoques ce sujet-là, justement, de la perte un petit peu de vitesse. Il y a même un article sur Nawet qui titrait à l'époque, c'était il y a 2 ans, que le français serait à bout de souffle. Et tu expliques un petit peu, tu évoques cet accès à la culture, cet accès à l'universalité qui se faisait à travers A2, Antenne 2, et aujourd'hui qui se fait à travers ces nombreuses chaînes, ces médias, on va dire, médias anglophones en l'occurrence. Et puis tu évoques aussi une guerre de langue, tu évoques des raisons politiques à cela. Ça tient toujours comme raisonnement ? Je pense que ça tient toujours, ça tient plus que jamais.
À vrai dire, écoute, je te raconte une anecdote qui résume un peu cette situation et qui la situe politiquement, mais aussi qui la situe également dans le temps et dans ces évolutions-là. Je me rappelle qu'en 2010, en octobre 2010, pour se situer, juste 2 mois avant l'immolation de Bouazizi, avant le déclenchement de la première étincelle des contestations sociales qui sont devenues politiques et ensuite qui se sont muées en révolution carrément. Donc à l'époque, l'establishment français s'est rendu compte du recul de la langue française, rien qu'à travers les différents sondages, études, etc., du recul de la langue française en Tunisie, notamment médiatiquement. Ce même establishment a fait un choix qui est celui d'organiser un peu, pour faire l'état des lieux, mais aussi pour booster la présence de la langue française en Tunisie, d'organiser les journées de l'audiovisuel français. Très curieux, très concerné par la langue française, son recul et ses évolutions en Tunisie, je me suis rendu à la soirée d'ouverture qu'ils ont annoncée comme une soirée qui va au-delà d'une réception pour les journalistes invités de ce mini-festival, etc., mais comme s'il y avait du contenu. Je ne suis pas un habitué des mondanités, je n'aime pas les mondanités. Une fois je me suis assuré qu'il y aura du contenu dans cette soirée qui dépasse les mondanités, je m'y suis rendu. Et là, je pense que j'ai eu une réponse et c'était caricatural, c'est-à-dire chercher à sauver la langue française. Mais en même temps, je me rappelle que la conférence de 2 chercheurs en Infocom, qui sont l'Arbi Chouikha et Riyad Ferjeni, qu'elle a été censurée à la demande du régime tunisien d'abord. Ensuite, qu'est-ce qu'il est resté ? Il est resté le Jasmin, Sidi Bou Saïd, les chansons de Patrick Bruel et ces conneries-là. Les raisons de cette censure? Non, je pense que ce sont des gens très critiques par rapport à tout ce qui se passe dans un pays là où il n'y a pas de liberté d'expression. Ce sont 2 profils critiques et 2 académiciens respectueux dans ce qu'ils font et très rigoureux. Donc, ils avaient la capacité de dire des choses qui risquent de déplaire au régime. Mais dans ce cas-là, pourquoi donc les avoir programmés avant de les déprogrammer ? Mais bref. Donc il est resté quoi ? Il est resté les Farid Bourdir, les Serge Moati, des figures... je pense qu'à l'époque, il y avait Frédéric Mitterrand comme ministre de la Culture. Donc il restait les amis de la Tunisie, qui ne sont pas réellement les amis de la Tunisie, mais qui sont les amis de Ben Ali. Pour être clair, des amis personnels, très rapprochés de Ben Ali, et qui faisait partie de la propagande du régime, y compris en France. On se rappelle que Frédéric Mitterrand a défendu le régime Ben Ali jusqu'à la dernière minute. Donc il est resté ces profils-là. C'est-à-dire, ce ne sont pas des pointures de la culture française avec un grand C. Ce ne sont pas des auteurs remarquables qui ont laissé une trace. Ce ne sont pas des réalisateurs non plus des plus en vue ou des plus importants. C'est trop establishment français et c'est même les has-been de l'establishment français. À ton avis, Je l'image pense- de la francophonie Je pense que chercher à défendre la langue française en ramenant ceux qui ont fait couler la langue française à l'étranger, notamment en Tunisie, et je parlerai de la Tunisie particulièrement vu que c'est un contexte que je connais très bien, ce n'est pas le bon choix. Il me semble que c'est évident. Mais en plus de ça, ce soir-là, à l'ambassade de France, il y avait une personnalité en Tunisie dont on parle, qui est présente, mais qu'on ne voyait pas et qui était jugée infréquentable dans les milieux culturels, etc., qui est Ahmed Trabelsi, qui se paranait dans l'ambassade de France, qui était côte à côte avec le ministre de la Culture de l'époque, Abdelraouf Basti, et l'ambassadeur de France, et le ministre de la Culture français, qui est venu pour l'occasion, qui était Frédéric Mitterrand, qui était à la même table, etc. Il n'avait aucun statut pour être là. Ils ont dit que son statut, j'ai posé la question, et son statut, il est là en tant que maire de la Goulette. Or, la résidence de l'ambassadeur de France est à la Marsa, en dehors de la commune de la Goulette. Mais aussi, il n'y avait aucune activité organisée dans le cadre de ce festival-là à la Goulette. Donc, sa présence signifiait, voici les amis de la France, de la culture française et de la langue française. C'est pas des amis très fréquentables à mon sens. Et ça peut envoyer un message aux jeunes que j'étais, je pense qu'à l'époque j'avais 23 ans. Qu'est-ce qui incarne la France et la langue française ? Il m'a fallu du temps pour dissocier l'importance de la langue française en dehors de la culture française et de ce qu'est la France
que ce soit aujourd'hui ou hier. Et alors, justement, ça, on parle de un peu avant 2011. Et qu'est-ce qui s'est passé après les 10 dernières années, que ce soit Ce qui s'est passé, il y a eu une révolution. Donc, cette révolution, il y a sa dimension politique, citoyenne, mais aussi sa dimension culturelle. Et sa dimension culturelle, à mon sens, c'est que tout d'abord, il y a eu une réconciliation des citoyens avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils rejetaient une partie d'eux-mêmes qui a donné ce régime, c'est-à-dire comme s'il y avait une autoflagellation permanente, et de leur culture en soi. Donc je pense qu'il y a eu une réconciliation avec eux-mêmes, y compris avec leur culture et donc avec leur langue maternelle. Aussi, l'accès à la prise de parole a changé. Ce n'est plus l'apanage d'une certaine élite qui est francophone, c'est le cas de le dire, mais aussi la prise de parole est généralisée. Et la définition de l'élite n'a pas habité tel quartier UP, parlé en français, etc. Il y a eu même une redéfinition de cette élite-là et un usage débridé de la langue arabe, y compris dans les médias. Et donc, ce facteur culturel de l'usage généralisé, de la réconciliation avec soi, du fait d'assumer sa culture et de s'en saisir, tout ça était très important. Et j'en parle, c'est pas uniquement pour la langue, ça peut paraître comme quelque chose de compliqué, mais nous nous sommes réconciliés aussi avec le drapeau tunisien. Il a fallu... qu'à l'approche du 14 janvier, durant la Révolution, il y a eu pas mal de détournements, si tu t'en rappelles, du drapeau tunisien, des détournements de l'hymne national, et c'était une réappropriation de notre drapeau, de notre hymne national, et de notre langue aussi, par extension. Il y a ce qu'on appelle des marqueurs de classe, des marqueurs culturels. C'est-à-dire que j'observais par exemple des attitudes, il y avait un pub qu'on fréquentait, je connaissais pas mal de gens qui fréquentaient le même pub, et qui parle naturellement d'Erja avec quelques mots en français, quelques répliques parfois en français. Mais je me rappelle, c'était 2006-2007. Dès qu'on mettait le pied dans ce pub-là, tout le monde s'adressait à moi en français. Mais c'était un truc impressionnant. Au départ, pourquoi ? Tout d'abord, on parle tous français, mais c'est aussi simple de dire « Atini kaba birra » que de dire « Pouvez-vous me servir une bière ?» Donc, mais pourtant, tout le monde compliquait les choses. En français, avec un peu l'accent médiatique français, confondu parfois avec l'accent parisien, les gens disent, mais c'est l'accent médiatique. Donc ils adoptaient l'accent médiatique, la manière de faire, et même l'intonation. C'est-à-dire que c'est un marqueur culturel, on appartient à tel. Si on est ouvert, progressiste, si on boit d'une manière décomplexée, si on écoute du jazz ou du rock ou quoi que ce soit et qu'on va dans un pub, c'est qu'on s'inscrit dans un socle culturel et ça ne peut pas être tunisien. Dans leur perception, je veux dire. Donc il y a des marqueurs culturels comme ça, il y a des accès, il y a une manière de parler, une langue. C'est aussi un rapport de force. Donc c'est un rapport de force avec la société. Pourquoi depuis la nuit des temps, quand on part chez le médecin, après son diagnostic, il nous parle en français. C'est-à-dire que, mais en dehors des termes techniques. J'allais dire les termes techniques. Donc, il y a en dehors même des termes techniques. C'est-à-dire que la langue définit un rapport de force et c'est un marqueur de classe. Et donc, quand on parle de classe, on parle de niveau socio-économique, mais aussi d'une certaine appartenance culturelle. Maintenant qu'on a un petit peu rompu avec cette image politique où le français est galvaudé, on va dire, où il est en tout cas affiché avec d'autres images associées à des images de la dictature, aujourd'hui, qu'on n'a plus ce flou-là, on va dire, comment ça a évolué à ton avis ? Parce qu'il y a aussi d'autres facteurs, à mon sens. Peut-être que ça a été un petit peu enclenché, ou en tout cas on a mis les prémices. Il y a certainement plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a le facteur de l'appropriation d'une langue. C'est tout à fait normal qu'il y ait un regain d'intérêt pour la langue maternelle. Il y a aussi le français, il ne faut pas l'oublier, bien que ce n'est pas nécessairement un mauvais héritage du colonialisme, mais c'est un héritage du colonialisme. Donc, et plus on prend de la distance d'un point de vue temporel par rapport à l'époque coloniale, il est normal que le français recule. C'est une langue de pouvoir. On avait à apprendre le français parce que c'est la langue du pouvoir sous le colonialisme. Quand le colonialisme est parti, c'est la langue d'accès à certains savoirs. Progressivement, il y a eu tous les mouvements d'arabisation, plus de facilité d'accès à ces savoirs-là, mais en arabe. Et ensuite,
il y a eu la mondialisation avec tout ce qu'elle implique comme enjeux culturels, sociaux et politiques, où l'anglais a débarqué et est en train d'avoir une place de plus en plus importante en fonction des générations. Donc ce rapport-là, ce recul-là, on va dire qu'il est naturel, bien qu'il a des raisons où il y a eu une intervention directe pour le pénaliser ou le valoriser. Il y a cet ensemble de rapports-là, et qu'est-ce qui s'est fait en contrepartie pour renforcer la langue française ? Même en France, aujourd'hui, il y a de plus en plus de recours aux anglicismes, il y a de plus en plus ce besoin d'innover, il y a de plus en plus de critiques envers l'Académie française. Donc la langue est en mouvement. La France, en l'occurrence, connaît certaines difficultés au niveau de la langue française, un certain déclin aussi culturel, donc qui la prive d'avoir un certain rayonnement et qui, par conséquent, a ces conséquences-là sur l'usage du français, notamment en Tunisie. Et si on termine avec, en restant en focus sur la Tunisie, comment est-ce qu'on pourrait, nous, aujourd'hui, à ton avis, Themr, utiliser un petit peu cet acquis-là ? C'est vrai que la langue bouge, la langue évolue, la langue peut régresser un petit peu dans son usage et puis reprendre sa place ou ses lettres de noblesse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, aujourd'hui, pour comprendre que nous avons quand même un acquis ? C'est un outil de plus, c'est une ouverture de plus, c'est une porte de plus, sans vraiment être rattaché à une politique quelconque, parce que le français, c'est pas uniquement la France, finalement. Tout à fait. Et ça peut être des pays de notre continent Ça africain. peut être aussi d'autres pays. J'insiste à dire qu'un des pays qui sont parmi les plus grands défenseurs de la langue française, c'est le Canada. Ouais. Le Québec en soi, dans le régime fédéral canadien, est parmi les premiers bailleurs de l'OIF. Aux dernières nouvelles, si je ne me trompe pas, le Québec a versé durant les 10 dernières années plus de fonds à l'OIF que la France en elle-même. Donc c'est aussi le pays où on appelle les sweatshirts, on les appelle des chandails. C'est le pays où on appelle les hot dogs des chiens chauds. C'est un pays qui tient énormément à la langue française. Et justement, là aussi, c'est politique. Parce que pour eux, c'est une question de résistance et d'attachement à leur culture plutôt que face aux anglophones sur le reste du territoire canadien. Il faut être dans ce genre d'enjeu. Et justement, je fais bien de relever l'importance du français pour nous, Tunisiens, comme une langue qui nous attache à nos frères et sœurs d'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest notamment. Donc c'est un rapport très important et qui est à valoriser, même si ce n'est pas aujourd'hui la principale porte d'accès, comme je l'ai dit, à l'universalité, ça reste une de ces portes d'accès, il vaut mieux pas la claquer. Donc tout simplement, il vaut mieux garder toutes nos chances d'accès aux différentes cultures et de communication avec les différents partenaires naturels et potentiels, comme ceux de l'Afrique subsaharienne. Pour clore le débat, la solution mais serait aussi, encore nous avons politique. des relations franco-tunisiennes assez importantes, belgo-tunisiennes assez importantes. La Suisse aussi est concernée par cela. Et d'ailleurs, on peut bien voir aujourd'hui qu'il y a un grand nombre de Tunisiens avec des mouvements migratoires assez importants vers le Canada et le Québec particulièrement. Et un des facteurs qui ont facilité ces flux migratoires-là, c'est la maîtrise de la langue française. Ça reste un enjeu important aujourd'hui. Nous avons une proximité géographique. La langue aussi, ça a pu ancrer certaines spécificités culturelles qu'on partage avec la France ou avec d'autres pays francophones. Donc c'est un lien à protéger. Comment le faire ? Eh bien, je pense que c'est un enjeu. À Naouet, par exemple, une des manières de le faire, c'est d'éditer un magazine papier. Nous avons fait les choses à l'envers, alors que les magazines ferment aujourd'hui un peu partout dans le monde, la presse papier, je veux dire. Et nous avons un site électronique. Nous avons lancé ensuite un magazine papier qui est exclusivement en langue française, parce qu'on estime qu'il y a une importante demande, pas énorme, mais importante quand même, dans notre société, une demande à lire une presse de qualité en français. Chose inexistante à mon sens aujourd'hui et malheureusement. Donc personnellement et d'un point de vue professionnel, c'est ce que je peux faire et ce que j'ai pu faire pour appuyer la présence de la langue française comme un héritage national. Je tiens à le dire, la langue française aujourd'hui en Tunisie, c'est un acquis et un héritage national.
ça ne dépend pas d'un autre pays ou quoi que ce soit. Le colonialisme, ça fait 70 ans. Nous sommes allés de l'avant par rapport à ça. J'allais dire nous avons tourné la page, personnellement, pas tout à fait, mais nous sommes allés de l'avant par rapport à tout ça. Donc, et je pense que... On tourne pas les pages, on écrit les pages. Là, on les tourne, on les écrit. Moi, j'aime bien une citation, je pense qu'elle revient au premier président algérien, Boumedienne, et je pense qu'il l'a dit à l'ONU durant les années 70, en 67, si je ne me trompe pas, ou en 65. Les gens qui vont écouter ce podcast sont sur Internet, peuvent vérifier la date, mais où il dit, nous n'avons pas à l'ONU, à New York, si je ne me trompe pas, il disait que... Nous avons tourné la page, mais nous ne l'avons pas déchirée. C'est-à-dire qu'on peut dépasser une situation sans être conscient de tout ce qu'elle implique et de ce qui s'est passé et de le garder dans nos mémoires. C'est-à-dire, je pense que c'est une belle citation qui peut bien résumer, personnellement, je me vois dans cette citation par rapport à ce rapport-là. Mais ça fait partie de nous aujourd'hui. Ça fait partie de l'héritage national. Il y a une littérature tunisienne francophone, il y a des médias tunisiens qui sont là depuis des décennies et qui sont francophones. Il y a des citoyens tunisiens qui ont une production culturelle en français, en fonction des supports, etc. Et nous avons bien sûr tous les rapports économiques, sociaux, migratoires, etc. avec la France. Nous avons prêté déjà de la langue arabe pas mal de termes en français. Donc il faut vivre cet échange-là et vivre avec cet héritage-là d'une manière décomplexée, être conscient que c'est un héritage et tout héritage est d'une valeur inestimable, donc il est nécessairement à protéger comme héritage. Merci. Je t'en prie. Non, j'ai aimé la dernière phrase, donc du coup je m'arrête là. Tout simplement. Okay. Merci Khaybar Maki pour l'échange. On se retrouve bientôt. Je t'en prie, c'est un échange très plaisant. Aïchk. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode du podcast Ma vie en VF. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Et pour ne rater aucun épisode, il suffit de vous abonner à l'une de ces plateformes de diffusion ou nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en VF.